Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire visant à vous présenter quelques trucs et astuces pour la rédaction de la méthodologie et des résultats d'une étude quantitative. Tout d'abord, je souhaite débuter par les enjeux liés à la rédaction de la méthodologie et des résultats. L'enjeu évident de cette rédaction, c'est le fait que la contribution d'un article quantitatif repose avant tout sur ses résultats. Vos résultats sont donc la principale contribution de votre étude. C'est un petit peu le steak du hamburger. Donc sans résultat, pas d'article quantitatif. L'autre enjeu, c'est la fiabilité. En effet, la présentation de votre méthodologie va permettre au lecteur de juger de la fiabilité de vos résultats et donc de l'importance de votre contribution. C'est pour cela qu'il est essentiel d'être rigoureux dans sa méthodologie et ses résultats et rigoureux dans la présentation de cette méthodologie et de ses résultats. En effet, le manque de rigueur dans la présentation de la méthodologie et des résultats est l'une des principales causes de desk rejection des articles. Enfin, un mot d'ordre plutôt qu'un enjeu lorsque vous rédigez la partie méthodologique et les résultats, c'est l'empathie. L'empathie envers votre lecteur. N'oubliez pas que vous rédigez cette partie-là non pas pour vous, mais pour la personne qui va lire votre article et qui doit en juger la contribution et la fiabilité. Venons-en maintenant plus précisément à la méthodologie et à la présentation de cette méthodologie. Dans la partie méthodologique de votre article quantitatif, vous avez trois missions principales. Présenter vos données, présenter vos variables et éventuellement présenter votre méthodologie statistique. Pour la présentation des données, il y a deux mots d'ordre, transparence et conscience. Transparence, c'est-à-dire que vous devez donner suffisamment d'informations au lecteur afin qu'il sache exactement ce que vous avez fait pour sélectionner vos données, comment vous avez collecté vos données. L'idée étant que si quelqu'un souhaite répliquer votre article, il ait suffisamment d'informations pour le faire. Pour cela, n'hésitez pas à mettre en annexe de votre article le plus d'éléments possible, comme par exemple votre questionnaire si vous avez réalisé une enquête par questionnaire, ou encore un tableau récapitulant les différentes étapes de sélection lorsque vous avez constitué un échantillon. Un deuxième point important dans la présentation des données, c'est la conscience. Il faut avoir conscience des limites de son échantillon. En effet, il n'existe malheureusement pas d'échantillon parfait. Tout échantillon a des imperfections, ce qui peut générer un certain nombre de biais. Il est donc primordial de reconnaître ces biais et d'avoir en tête ces biais lorsque l'on discute des résultats. Dans la méthodologie, une deuxième étape consiste à présenter vos variables. Pour cela, deux mots d'ordre aussi, parcimonie et conformisme. Parcimonie, parce qu'il faut être le plus synthétique possible, tout en étant précis. Il s'agit donc de présenter de manière succincte la construction de l'ensemble de vos variables, tout en prenant un peu de temps si cette variable est particulièrement complexe ou atypique. Pour l'ordre de présentation, il faut rester dans le conformisme par rapport à ce qui est fait dans les revues. Tout d'abord, présenter votre ou vos variables expliquées, ensuite vos variables explicatives, ensuite vos variables de contrôle et enfin les effets fixes. Pour la parcimonie et la facilité de lecture, je vous conseille vivement de proposer un tableau récapitulant l'ensemble des variables et leur construction qui peut être intégrée dans le texte ou en annexe. Il faut aussi faire preuve de conformisme, que ce soit dans la présentation des variables ou dans le choix de ces différentes variables. En effet, il faut toujours suivre ce qui a été fait précédemment dans la littérature. Si une de vos contributions est de proposer un nouvel outil de mesure, une nouvelle variable, il est impératif d'intégrer aussi
dans votre étude la variable standard utilisée dans la littérature et de comparer et discuter les éventuelles différences entre cette variable standard et la variable que vous proposez. On va aussi retrouver cet aspect du conformisme dans le choix des variables de contrôle. Vous devez en effet inclure l'ensemble des variables de contrôle qui sont incluses par les autres études qui s'intéressent à la même variable expliquée. Une fois réalisée la présentation des données et des variables, je vous conseille d'intégrer votre table de statistiques descriptives. Cela peut être sujet à débat, certains préférant intégrer de la table de statistiques descriptives dans les résultats. Néanmoins, les statistiques descriptives ne sont pas en soi un résultat, c'est pour cela que je vous conseille de l'intégrer dans la partie méthodologie. Par ailleurs, cette table de statistiques descriptives va permettre au lecteur de juger de la fiabilité et de la rigueur dans le travail de vos données. En effet, la table de statistiques descriptives est un outil très important qui permet de juger de la représentativité de vos données. Par ailleurs, les statistiques descriptives permettent de se faire une idée sur la présence ou non de valeurs aberrantes. Une table de statistiques descriptives doit contenir, outre la moyenne et l'écart type, la médiane, le minimum et le maximum pour chaque variable. Cela est essentiel car c'est ce qui va permettre au lecteur de juger de la fiabilité de vos données. Venons-en maintenant à la quatrième étape de la présentation de la méthodologie qui consiste à présenter la méthodologie statistique adoptée dans votre étude. Ici, à nouveau, il peut y avoir débat entre est-ce que cela doit faire partie de la méthodologie ou est-ce qu'on l'intègre directement dans la présentation des résultats. Dans tous les cas, cette partie n'a pas besoin d'être particulièrement longue, sauf si la méthodologie adoptée est particulièrement singulière. J'en viens maintenant à la présentation des résultats. La partie résultats doit inclure trois différents éléments: les tableaux de résultats, la rédaction de ces résultats et la robustesse. Pour la présentation des tableaux de résultats, deux mots d'ordre: autosuffisance et exhaustivité. Une règle d'or dans un papier quantitatif est que les tableaux doivent se suffire à eux seuls et doivent pouvoir se lire sans avoir à recourir au texte. Afin de vous assurer de l'autosuffisance de vos tableaux, n'hésitez pas à choisir des noms de variables explicites, ainsi qu'à intégrer un chapeau en haut de la table précisant certains éléments pouvant faciliter la lecture. Concernant l'exhaustivité, c'est l'idée qu'il faut qu'il y ait le plus d'informations possible présentes dans vos tableaux. Cela implique tout d'abord d'inclure l'ensemble des statistiques standards attendues pour ce type d'estimation. Alors, il n'existe pas véritablement de standard et pour cela, je vous conseille vivement de vous référer aux revues de référence, que ce soit des revues en entrepreneuriat ou des revues dans votre sous-champ disciplinaire. Par ailleurs, l'exhaustivité implique d'inclure l'ensemble des régressions dans vos tableaux. Ainsi, vous ne pouvez pas mentionner de résultats dans votre texte pour lequel vous ne fournissez pas de tableau, même si c'est une pratique que l'on peut observer. J'en viens maintenant à la rédaction. Ici, deux mots d'ordre: simplicité et esprit de synthèse. Simplicité parce qu'en fait, vos résultats sont déjà synthétisés dans les tableaux. Ainsi, les résultats rédigeants ont avant tout pour objectif de faciliter la lecture de l'article pour un public non familier de la lecture des tableaux de statistiques. Il faut donc commenter vos tableaux, les résultats dans vos tableaux, de la manière la plus simple possible et faire le lien entre vos résultats et vos hypothèses. Par ailleurs, si votre article comprend un nombre important d'hypothèses, je vous conseille vivement de proposer au lecteur une synthèse de vos résultats sous la forme d'un tableau reprenant chaque hypothèse et le résultat obtenu pour cette hypothèse, à savoir si elle est ou non validée par vos résultats. J'en viens maintenant à la dernière partie de la présentation des résultats, à savoir la robustesse. En effet, c'est un élément de plus en plus essentiel pour pouvoir publier une étude quantitative. Les tests de robustesse ont pour objectif de démontrer la fiabilité et la validité
de vos résultats. En effet, vous êtes un petit peu comme un avocat qui cherche à défendre à tout prix et à amener les preuves de la validité des résultats. Cette robustesse consiste à tester deux types de validité. La validité externe, et donc s'assurer que vos résultats ne sont pas sensibles aux spécificités de votre échantillon. Pour cela, vous allez jouer sur vos échantillons et reproduire les résultats sous des sous-échantillons. Et la validité interne, hein, qui vise à tester si vous n'avez pas de problème de problème d'identification dans votre stratégie empirique. La validité interne, le test de la validité interne implique différents tests. Tout d'abord, il s'agira de questionner vos mesures en utilisant par exemple des variables alternatives. Il s'agira aussi de questionner vos méthodes, hein, en utilisant des méthodes alternatives. Il s'agira éventuellement de revoir vos spécifications, notamment pour le biais de la variable omise. Et enfin, de questionner et de tester l'endogénéité potentielle dans vos données. Voilà, cette courte présentation est terminée. Je vous remercie de votre attention et vous trouverez ici quelques références, hein, qui m'ont aidé à préparer cette présentation et qui permettront, pour ceux qui le souhaitent, d'aller plus loin sur ces différentes questions. Je vous remercie de votre attention.